Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous pour vous être inscrits à ce webinaire organisé par la T2E autour du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors rapidement, on va se passer cet après-midi ensemble. Je vais rapidement vous présenter les activités de la T2E avant de vous présenter plus en détail le programme et laisser la parole aux intervenants. Vous pourrez poser vos questions via le chat. Par défaut, vos micros sont coupés et vous ne pourrez interagir avec les intervenants qu'à travers le chat. Donc, je vous demanderai de poser vos questions à travers le chat. On donnera le maximum de questions, mais pas toutes forcément. Et pour les questions pour lesquelles on n'aura pas répondu, on y répondra dans un second temps. Les visuels de présentation vous seront accessibles dès demain sur le site de la T2E à travers un lien qu'on vous enverra par la suite, ainsi que le replay de ce webinaire. Écoutez, sans plus tarder, donc on démarre cet après-midi ensemble. La T2E, une association professionnelle qui a été créée en 1978 pour promouvoir à la fois la maîtrise de l'énergie, informer sur les enjeux environnementaux et soutenir les énergies renouvelables. Tout ceci auprès d'entreprises et collectivités en se fondant sur des bases techniques. L'association compte près de 2500 adhérents concernés par la maîtrise de l'énergie et son impact sur le climat, et près de 200 en Occitanie. Avec ces 6 clubs thématiques autour des compétences spécifiques que sont les certificats d'économie d'énergie aujourd'hui, sujet qu'on va détailler un peu plus aujourd'hui, le club biogaz, le club power to gas, le club stockage d'énergie, le club cogénération et enfin le club pyrogazéfication, et ces 11 délégations régionales. La T2E se veut un carrefour d'échange et de réflexion pour ses adhérents, sympathisants et partenaires, permettant de confronter les points de vue et de capitaliser sur les retours d'expérience. Chaque année, c'est près de 40 événements qui sont organisés partout en France à travers des colloques, des conférences, des visites techniques. Le département maîtrise de l'énergie en particulier anime la communauté des référents d'énergie. Il porte aussi 3 programmes nationaux sur lesquels je voudrais dire un petit mot rapidement. ProSMEN qui vise à promouvoir la certification ISO 50001. ProRFEI qui, lui, a pour ambition de forme les salariés en charge de la gestion de l'énergie dans les entreprises. Et enfin, le petit dernier, c'est OSCAR. OSCAR pour optimisation et simplification des C2E pour les artisans de la rénovation, qui, lui, s'engage auprès des artisans afin de leur faciliter l'accès aux aides, qu'elles soient publiques ou privées. Et enfin, la T2E publie la revue bimensuelle Énergie Plus, qui est la revue de référence pour la maîtrise de l'énergie. Vous l'aurez compris, la T2E rassemble, informe, propose, anime une communauté d'acteurs autour de l'énergie. Aujourd'hui, le sujet qui nous rapproche, c'est le dispositif des certificats d'économie d'énergie, pour lequel l'association est impliquée depuis le lancement de ce dispositif. Notamment, elle a pour principe, à travers son club C2E, la mission a pour principale, la T2E a pour principale mission de constituer un espace d'échange et de rencontre entre les acteurs concernés par le dispositif, d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour améliorer ce dispositif, dynamiser et capitaliser sur le retour d'expérience, ce que l'on fait aujourd'hui, et puis diffuser les informations relatives aux dispositifs, notamment aux adhérents, pour les aider à la mise en œuvre. La T2E Occitanie, c'est donc 2 délégués, Antoine Meffre et puis Cindy Sender, qui se répartissent le territoire, et puis un certain nombre un programme très riche en 2022, puisqu'on a c'est déjà la 5e manifestation pour l'Occitanie. On se reverra très prochainement sur le sujet du décret tertiaire à Montpellier le 12 avril, et puis le 31 mai prochain pour une visite technique d'une unité de méthanisation. Pour ceux qui souhaitent plus de détails sur le programme, il suffit simplement de vous rapprocher de moi ou d'un des délégués. Les adresses mail sont indiquées dans les visuels qui vous seront transmis. Le programme de l'après-midi, il est celui-ci. Margot, tu peux me passer le visuel du programme de l'après-midi, s'il te plaît? Merci. On va donc démarrer par l'intervention de Julie Pisano et de Sybille Brière pour nous présenter
faire un bilan de la 4e période et puis nous présenter les points structurants de la 5e période. Ensuite, on laissera la main à 3 retours d'expérience. Le premier en collectivité avec l'intervention de Steve Denisti et Lou Selponi pour un retour d'expérience de la CERM à Montpellier. On poursuivra par un retour d'expérience sur un hypermarché en région toulousaine avec une intervention de Jacques Blimont et de Louis Bayle. Et enfin, on terminera par le retour d'expérience de Cédric Cassan pour la société Coca-Cola en industrie. Je vous propose de poser des questions au fil de l'eau et on les prendra très certainement à la fin des différentes interventions. C'est un bon webinaire à tous et je passe la parole sans plus tarder à Julie. Merci Hassen. Bonjour à tous. Est-ce que je partage mes slides? Est-ce que vous voyez correctement mon écran déjà? Oui, c'est bon. Hop, Oui, super. merci. Très bien. Donc tout d'abord, merci Hassen pour nous avoir d'organiser ce webinaire et de nous permettre de faire un point sur les C2E. Merci également à Margot pour l'organisation et merci aux différents intervenants pour les retours d'expérience. C'est vrai que côté club C2E, on est toujours assez preneur de retours d'expérience sur des dossiers C2E. Donc, pour cet après-midi, pour ce qui est du point sur le club C2E, je serai accompagnée de Sybille Brière. On est toutes les deux chargées de projet C2E au club C2E, dont le délégué est Marc Gendron. La plupart du temps, c'est lui qui mène ces genres de webinaires. Donc, il s'excuse de ne pas avoir été disponible pour celui-ci. On va tout d'abord faire un tour d'horizon sur la 4e période qui vient de se terminer fin 2021. Ensuite, on reviendra sur les points structurants de la 5e période avec des textes et des choses qui ont déjà été annoncées fin 2021 et les premiers arrêtés à être rentrés en vigueur début 2022. Et notamment sur les grands changements P4, P5. Et enfin, on fera un tour d'horizon des nouveautés du catalogue sur les fiches d'opération standardisées sur les différents secteurs concernés pour ce début de P5. Donc, tout d'abord, un rappel sur la 4e période. Donc, la 4e période, donc, comme vous le savez sans doute, le dispositif des C2E, il s'organise en période de 3 à 4 ans depuis 2006. La 4e période, elle s'étalait de 2018 à 2021. Donc, comme toujours, par période, le ministère va fixer une obligation qui doit être atteinte par l'ensemble des obligés. Ce qu'on peut déjà voir sur la 4e période, cette fin de 4e période, c'est que l'obligation a été largement remplie et notamment avec une intensification du volume de ces deux produits en fin de 4e période. Donc, dès juin 2021, en dépôt, l'ensemble de l'obligation était atteinte, ce qui fait que les obligés se retrouvent avec un stock d'environ 400 TWh CUMAC, qui équivaut environ à 8 mois de l'objectif P5. Donc, on démarre la P5 avec du stock en termes de production C2E. Ensuite, ça, c'était sur les volumes déposés. Par rapport au prix, parce que c'est un sujet qui est assez impactant pour les acteurs, ce qu'on voit, c'est que mécaniquement, du fait de cette hausse dans les dépôts, on a eu une tendance à avoir un prix en baisse
un prix qui était plutôt à 8 € en septembre 2021, maintenant se retrouve à fin décembre 2021, janvier 2022, plutôt autour de 6 € du mégawattheure CUMAC. Donc ça, c'est le premier bilan qu'on peut faire sur la clôture de la 4e période. Au niveau de cette production de certificats d'économie d'énergie, ce qu'on remarque de manière assez classique, c'est qu'une très grande majorité est produite au travers des opérations dans le bâtiment résidentiel C2E précarité en particulier. Ensuite, on a fait très classiquement environ 17-20% qui est produit sur le secteur tertiaire, industrie, et on a environ 7% sur le secteur tertiaire. Ça, c'est pour ce qui est des opérations standardisées et spécifiques, bien que sur les volumes, 80-90% des volumes sont générés au travers du catalogue d'opérations standardisées. Sur la distinction entre les C2E classiques et précarité, on a évidemment une grande majorité d'opérations sur l'enveloppe et sur tout ce qui est la thermique pour les C2E précarité. Donc, c'est les opérations notamment sur les systèmes de chauffage et sur l'isolation. Ce qu'on voit donc, c'est que quand on voit que l'objectif P4, qui était déjà bien ambitieux par rapport à l'objectif précédent de P3, a quand même été largement atteint, ce qu'on peut conclure sur le dispositif à la fin de cette 4e période, c'est quand même que le dispositif répond à un objectif d'industrialisation des actions C2E. Et on le voit bien au travers du nombre d'actions qui ont pu être mises en place et qui répondent également aux objectifs de rénovation des bâtiments du gouvernement. Donc, par exemple, dans le secteur résidentiel, on a 150 000 installations de chaudières haute performance énergétique. On a dans le tertiaire 4 200 isolations de combles et de toitures. Et on voit que l'idée, c'est dans le cadre surtout des opérations standardisées, de pouvoir massifier le recours à ces opérations standards. Alors, en prévision de la P5, il y a eu toute une phase de concertation et de réflexion sur les évolutions à amener au dispositif. Et ça a donné lieu à beaucoup de nouveaux textes réglementaires, entrés en vigueur en début de P5. Donc, il y a des effets sur les choix qui ont été faits sur la P5 qui se voyaient déjà en fin de P4. En lien avec ce premier objectif d'industrialisation, il y a eu les modifications des coups de pouce isolation par l'arrêté d'avril 2021 qui sont rentrés en vigueur fin 2021 et qui montrent au niveau des travaux engagés et achevés une nette diminution des travaux sur ces opérations d'isolation dès juillet 2021 et du coup pour le démarrage également de 5e période. L'idée, on verra après les grandes orientations, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que forcément, il va y avoir une baisse de cette production. L'AIMCC nous avait déjà alerté sur le fait qu'ils avaient déjà vu une baisse au niveau de la demande sur ces travaux d'isolation d'environ 75% déjà sur les 3 derniers mois. Et ça va également, parce que là on parle du coup de pouce isolation, mais ça va également avec la modification des fiches isolation qui, pour certains forfaits, sont venus abaisser de 20 à 60% le forfait. Donc, il y a une grosse production et beaucoup de stock pour la P4, mais il va y avoir des efforts supplémentaires du fait d'une modification des textes réglementaires pour la P5. Les deux choses qui ont été déjà pressenties, enfin, les deux autres
caps qui ont été présentés en fin de quatrième période, c'est le renforcement des contrôles, sur lequel on va revenir en suite de présentation, avec l'arrêté du 28 septembre 2021, qui vise quand même à court terme, qui va forcément complexifier un peu le dispositif avant que les acteurs s'en emparent. Et également, pour ce qui est de l'industrie plus particulièrement, la suppression des bonifications C2E pour les CPE en industrie. Donc, ce qu'on voit sur la quatrième période, c'est que certes, on a un volume important de production, mais on a aussi un fort ralentissement pressenti en P4 qui conduit du coup à une baisse du prix du C2E qui peut tendre à ralentir un peu le dispositif et la machine du dispositif. Donc maintenant, on va voir les points structurants qui sont à noter pour la P5. Donc tout d'abord, la P5, c'est une période qui durera 4 ans. C'était le cas pour la P4, mais en fait, ça a été un prolongement d'une année qui a été prévu, qui n'a pas été prévu à l'origine, qui a été prévu en cours de période, alors que là, on part tout de suite sur une période de 4 ans, visant à donner plus de visibilité aux acteurs, donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. L'obligation, elle est de 2500 TWh CUMAC. Donc, sur les 4 années, annuellement, ça donne 625 TWh CUMAC à produire, dont 730 au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Et en fait, ce qu'on note, c'est que il y a une moindre augmentation de l'obligation d'une période à une autre. Donc, on a seulement, entre guillemets, 17% d'augmentation de l'obligation, contrairement à le passage P3, P4, où on avait plus de 50% de niveau d'obligation supplémentaire. Mais ce qu'on voit dans un autre temps, c'est que du fait du ralentissement de l'arrêt des bonifications, au final, l'idée est de se recentrer sur les vraies économies d'énergie et pas les volumes bonifiés à des fins de ciblage d'opérations en particulier. Parce que, comme vous le savez peut-être, seules les économies d'énergie vraiment proportionnelles à un kilowattheure économisé sont remontées à l'Europe au travers de la directive efficacité énergétique, au titre de l'article 7 de la directive efficacité énergétique. Donc là, l'idée du ministère, ça a été de recentrer le dispositif sur l'économie d'énergie, entre guillemets, pure. Du coup, en termes de C2E réel, on est quand même à plus 35% d'augmentation de l'obligation. L'autre chose qui est à noter, c'est que on a une pénalité qui a été augmentée dans le cas des C2E précarité. Donc celle-ci est maintenant à 20 € du mégawattheure CUMAC. L'idée, c'est d'envoyer un signal fort sur les C2E précaires et dans le but de répondre à une politique de lutte contre la précarité énergétique et les passoires énergétiques et rénover les passoires énergétiques. Au niveau organisationnel, on a un pilotage renforcé du dispositif. Donc ça avait été une demande lors de la concertation, d'avoir plus de transparence et plus de suivi au niveau de ce dispositif. La première des choses, ça va être la déclaration annuelle des ventes d'énergie. Par le passé, on avait une liste des obligés uniquement en fin de période. Et maintenant, l'idée, c'est d'avoir cette vision-là tout au long de la période. On a également un suivi trimestriel des C2E engagés, donc une obligation de la part des obligés d'avoir un suivi sur leur portefeuille C2E pour pouvoir suivre la production tout au long de la période. Et enfin, un renforcement des contrôles. Le dernier point qui va avoir un impact très fortement probable sur la P5, c'est la refonte attendue de la directive européenne sur l'efficacité énergétique et du coup l'article 7 dont découle le dispositif. Tout d'abord avec une augmentation du niveau d'obligation et ensuite d'une exclusion en termes de gisement de certaines typologies de systèmes dont les économies d'énergie issues de la combustion directe d'énergie fossile. Donc ça, c'est des règles au niveau européen qui auront un impact sur le dispositif des C2E.
et qui vont probablement conduire deuxième semestre 2023 à une refonte de certains textes qui n'auront un impact en vigueur sur le dispositif qu'en 2023-2024. Alors pour revenir sur la partie sur le renforcement des contrôles, donc l'arrêté du 28 septembre 2021 est venu regrouper l'ensemble des critères qui étaient imposés en termes de contrôle sur les fiches d'opérations standardisées. Et vous avez ici des premières opérations qui sont déjà soumises à contrôle. Donc, c'est des opérations en particulier dans le résidentiel sur l'enveloppe, mais également à échelle fin 2022 et début 2023, d'autres opérations qui seront également soumises à contrôle. Alors, pour revenir un peu plus en détail sur cet arrêté du 28 septembre 2021, l'idée, c'est qu'il y ait déjà deux types de contrôles qui sont définis dans cet arrêté, par contact et sur site. Par contact, l'idée, ça va être de contacter donc, le bénéficiaire, donc ça va être la possibilité pour l'obligé ou le délégataire de contacter les bénéficiaires par téléphone ou par mail pour avoir un retour sur la véracité de l'opération. Et sur site, ce sera le fait d'envoyer un bureau de contrôle coffraqué sur site pour vérifier de la bonne réalisation des opérations. Il y a deux taux qui ont été mis en place. Le premier, c'est un taux minimal sur les contrôles satisfaisants, avec une exigence accrue au fil des années. Donc l'idée, c'est que au fur et à mesure, le taux soit de plus en plus exigeant et du coup, il y ait de plus en plus de contrôles d'opérations qui soient satisfaisantes. Et le deuxième taux à respecter, c'est un taux maximal d'opérations contrôlées non satisfaisantes. Donc là, à l'inverse, l'idée, c'est d'avoir de moins en moins d'opérations qui soient contrôlées et non satisfaisantes. Pour finir là-dessus, et pour que les acteurs puissent s'approprier ce mécanisme de contrôle, il y a des référentiels qui ont été discutés et qui sont en train d'être au fur et à mesure pour les différentes fiches concernées mis en place afin d'encadrer les contrôles et de pouvoir fluidifier en fait cette nécessité d'ajouter un contrôle pour pouvoir déposer ces opérations. Donc, on va passer aux nouveautés et au planning 2022 pour la mise à jour des fiches d'opérations standardisées. Et on va commencer par le secteur résidentiel. Et du coup, pour ça, je vais demander à ma collègue Sybille Brière. Oui, bonjour à tous. Merci Julie. Je partage ma caméra. Alors, je vais vous parler de la nouveauté des fiches d'opérations standardisées dans le catalogue par rapport au secteur résidentiel. Donc, à savoir que, comme Julie l'a dit, fin de la 4e période, il y a eu plusieurs changements sur ce catalogue. Alors, d'abord, pour information, au sein au club de C2E, on gère ce catalogue, donc c'est-à-dire la création de fiches et la révision d'autres fiches. Et ces fiches sont publiées par un arrêté ministériel 2 fois par an. Donc, il y a un arrêté qui est publié mi-année, donc c'est souvent juillet, août, et un autre décembre. Donc là, avec l'arrivée de la 5e période au 1er janvier 2022, fin 2021, il y a eu 3 arrêtés qui ont été publiés pour... donc le premier, il vient réviser les 5 fiches isolation. Donc ces révisions de fiches, elles viennent dans, comme l'a dit Julie, dans l'objectif de réviser les fiches qui produisent le plus de certificats d'économie d'énergie. Donc la DGEC a mandaté un bureau d'études pour réviser ces fiches et on a vu une réduction de 20 à 60% des forfaits C2E. Ensuite, il y a un 40e arrêté. Donc ça, c'était l'arrêté
sur lequel nous, côté AT2E, on a travaillé, avec 3 révisions concernant les systèmes de ventilation, double, simple flux. Donc, ces révisions concernaient une petite coquille qui manquait dans l'attestation sur l'honneur, donc cela a été corrigé. Une création de fiche qui s'appelle dispositif solaire thermique, c'est la barre TH 168. En fait, il s'agit de chauffe-eau solaire individuel et de système solaire combiné. Donc, ces 2 équipements existent déjà à travers 2 autres fiches, sauf que les 2 autres fiches valorisent ces équipements avec des appoints. Donc, l'objectif de cette fiche, c'est de venir valoriser ces chauffe-eau solaires et systèmes de solaire combiné venant être mis en place sans appoint lorsque des appoints sont déjà existants dans l'habitation. Et enfin, une fiche Barecu 111, lampe à LED de classe A++, qui a été abrogée. Également, dans le même cadre, c'était dans l'objectif de réviser les fiches qui produisent le plus de C2E. Ensuite, un autre arrêté au 41e arrêté, donc comme Julie l'a dit, il y a un référentiel de contrôle qui a été publié pour certaines fiches par la DGEC. Donc les premiers référentiels traitent des fiches qui sont soumises à contrôle au 1er janvier 2022, 1er avril 2022, dont la pompe à chaleur, les pompes à chaleur et les chaudières biomasse. Et ces référentiels de contrôle exigent que l'inspecteur contrôlant sur site contrôle le fait qu'il y ait une note de dimensionnement. Donc ces fiches pompe à chaleur chaudière et pompe à chaleur hybride ont été révisées pour ajouter dans les documents justificatifs une note de dimensionnement pour que ce soit cohérent avec les référentiels de contrôle. Donc ça, c'était les arrêtés qui ont été publiés dans le secteur résidentiel fin 2021. Ensuite, le programme de travail qui a été prévu avec la DGEC et l'ADEME sur 2022 est assez chargé. Donc, comme je vous le disais, on l'a séparé sur les 2 semestres de l'année, donc un arrêté en juillet-août et un autre en décembre 2022. On a pu identifier 3 thématiques de révision de fiches. Une première thématique qui fait suite aux évolutions réglementaires, au changement de la réglementation, notamment européenne. En fait, c'est ce qu'on appelle les directives éco-conception des produits. Une deuxième thématique dans le cadre de nos travaux au sein du club C2E. Donc, c'est souvent des créations de fiches sur lesquelles on travaille avec des experts ou des révisions parce que nos adhérents nous remontent beaucoup d'incohérences ou d'évolution sur certaines fiches qui nécessitent de les réviser. Et enfin, la troisième thématique, dans le cadre de la P5, la DGEC souhaitait rafraîchir le catalogue et notamment les fiches d'opération qui avaient été publiées lors du 14e arrêté, donc en 2015. Donc l'idée, c'est de mettre à jour les données et de mettre à jour le forfait. Donc pour le premier semestre 2022, alors 2 fiches équipements, Barecu 102 et Barecu 103, qui valorisent des lave-linges ménagers et appareils de réfrigération. Alors ces fiches, elles vont être abrogées parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'incitation n'était pas au rendez-vous, étant donné que le taux de couverture pour ces fiches est de l'ordre de moins de 1%. Donc, pour vous donner une idée, la prime financière C2E était de l'ordre de 1 € pour des équipements qui coûtaient 500 €. Donc, ces fiches n'ont pas vraiment lieu d'être dans le dispositif, comme l'incitation il n'y a pas d'incitation. Ensuite, la barre TH112, c'est les appareils indépendants de chauffage au bois. La directive européenne éco-conception maintenant exige une efficacité énergétique saisonnière différente pour les appareils à granulés et les appareils non granulés. Donc, on a besoin de faire cette distinction dans la fiche, en tout cas en prenant en compte cette différence d'efficacité énergétique saisonnière.
Donc là, on a fait des premiers calculs et on voit que les forfaits ont été divisés par 5 ou 6, donc ce qui est très impactant pour la filière. Donc, on a prévu un point avec la DGEC pour discuter de la suite de ce projet. La Bartège 130, 6 performances pour un bâtiment neuf, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle RE 2020, donc pour les bâtiments neufs au 1er janvier 2022. Cette fiche nécessite des réviser et pour faire écho aux 3 projets que je viens de citer, cette fiche également n'est pas assez incitative pour permettre de la garder dans le catalogue. Donc, on travaille avec les acteurs également pour démontrer que l'incitation est trop faible au vu du prix total, en tout cas, de construction d'un bâtiment. Donc ça, c'est pour le premier semestre. Pour le deuxième semestre, il y a aussi des évolutions réglementaires concernant les efficacités énergétiques saisonnières des climatiseurs. Ça traite de la Bartège 141. Il y aura le même sujet pour le tertiaire, que vous verrez ensuite après. Et enfin, les 2 fiches rénovation globale. Donc ça, c'est un sujet aussi assez stratégique pour le gouvernement qui axe maximalement le travail sur la rénovation globale. Et ces fiches vont être révisées en fait donc ces fiches en fait nécessitent de réaliser un audit énergétique préalable aux travaux. Et cet audit énergétique sera fait sur le nouveau logiciel suite au nouveau DPE 2021. Donc, ce sera le logiciel 3CL. Enfin, pour continuer, au premier semestre 2022, on a aussi la fiche optimiseur de relance en chauffage collectif. Il y a le même sujet également en tertiaire. La révision se fera notamment pour mieux préciser que cette fiche ne peut pas se cumuler avec des nouvelles chaudières, étant donné que la régulation est obligatoire lorsqu'on met une chaudière. Également une nouvelle fiche sur les pompes à chaleur collectives pour l'eau chaude sanitaire thermodynamique. En 2022, une nouvelle fiche sur le désembouage des réseaux de chauffage chauffés par pompe à chaleur ou chaudière. Une nouvelle fiche sur le système de régulation multizone par programmation d'intermittence qui ressemble à la Bartège 118, qui est le système de régulation par intermittence, mais celle-ci viendra réguler pièce par pièce la température de chauffage. Et enfin, un autre sujet également qui sera à discuter s'il sera publié dans fin 2022, une fiche sur la géothermie pour les bâtiments collectifs. Et les fiches qui nécessitent d'être révisées pour mettre à jour les forfaits et les données de référence concernent les luminaires, donc Barecu 110, toutes les fiches chauffage, donc que ce soit la chaudière individuelle, Bartège 106, la chaudière collective qui viendra fin 2022, Bartège 107, ou les 2 pompes à chaleur, Bartège 104 et Bartège 150, et également les fiches enveloppes. Donc, BAREN 104, il y a son homologue également dans le tertiaire, qui est la BATEN 104, et la BAREN 108, fermeture isolante. À noter que les fiches enveloppes fenêtres seront portées par un bureau d'études qui a été mandaté par la DGEC. Donc, voilà pour le catalogue pour le résidentiel. Merci. Ensuite, pour le tertiaire, oui, je te laisse reprendre la main, Julie. Oui, pour le tertiaire, on a vu la révision de la BATEQ 127, qui était la luminaire d'éclairage général à module LED pour des questions d'évolution réglementaire. Et on a eu la révision, la refonte même de la BATEQ 117, installation frigorifique au CE2 subcritique ou transcritique, qui était une fiche qui n'était plus tout à fait en ligne avec la réglementation F-Gaz notamment et avec les évolutions technologiques des installations. Et notamment qui était très peu utilisée du fait d'erreurs de calcul dans le forfait. Donc, il y a eu une refonte complète de cette fiche. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on est en train de travailler à sa transposition pour la proposer dans le secteur de l'industrie.
Deux nouvelles fiches ont également été ajoutées au catalogue. La BATEQ 134 sur les meubles frigorifiques de vente à groupe logé, qui vient se baser sur la classe énergétique de ces meubles pour les valoriser, et sur la longueur totale des meubles frigo de vente mis en place. C'est une fiche qu'on avait sur lequel on avait commencé à travailler avec les acteurs depuis assez longtemps, et le fait d'avoir une étiquette énergétique sur laquelle se baser nous a permis d'avoir un cadre pour sortir cette fiche. Et ensuite, la BAT TH159, donc raccordement à un réseau de froid, pardon, qui est basé sur le même modèle que ces fiches raccordement à un réseau de chaleur, et qui était également une demande assez forte côté acteur et côté même ADEME sur ces thématiques de refroidissement. Enfin, ouais, vas-y Sybille. On a également publié une nouvelle fiche qui traite du chauffage dans les bâtiments tertiaires et de la climatisation également par la pompe à chaleur RR réversible. Cette fiche, elle a été publiée au 40e arrêté, si je ne me trompe, puis republiée au 42e, car il y avait les forfaits qui étaient inversés en fonction de la puissance de la pompe à chaleur. Pour ce qui est des projets sur 2022 en bâtiment tertiaire, du coup, comme le disait Sybille, sur le résidentiel, il y a des sujets qui se traitent à la fois en résidentiel et en tertiaire sur des systèmes équivalents, donc notamment les fenêtres isolants et le climatiseur performant, mais il y a également des sujets comme l'isolation des points singuliers en harmonisation avec la révision de l'Indu T 121 en réflexion. Et enfin, côté création de fiches, on a plusieurs sujets sur notamment la PAC géothermie et la façade rideau en cours de traitement. Alors ensuite, sur le catalogue industrie, on a eu la révision des fiches moteurs et notamment l'abrogation des moteurs au rendement de classe IE2 étant devenu le standard du marché. On a eu l'isolation de l'Indu T 121 concernant l'isolation des points singuliers. C'est une fiche qui sera également probablement révisée d'ici la fin de l'année, mais cette fois-ci, comme pour les fiches isolation, au travers d'une consultation de la DGEC avec un bureau d'études, pour faire des propositions sur l'évolution de cette fiche. Et on a eu également, comme pour la BATEQ 127 sur le tertiaire, l'Inde BA 116 sur les luminaires à module LED pour des questions également d'évolution réglementaire. Donc, on a les autres fiches moteurs à réviser avec l'évolution de l'éco-conception. Et on a également la proposition de créer une fiche sur les moteurs de classe IE5, donc plus performant que ce qui est proposé à l'heure actuelle dans le catalogue d'opérations standardisées. Un point sur les fiches moteurs, transport, pardon. Oui, donc la fiche TRAEQ 125, qui est la Stop and Start pour véhicules ferroviaires, cette fiche avait déjà été publiée au 38e, donc juillet 2020. Il y avait une petite erreur sur la durée de vie qui a été corrigée. Et enfin, la 43e arrêté, également un arrêté intermédiaire, qui a publié la création d'ailleurs de la TRAEQ 126, qui est en fait la remotorisation électrique ou hybride des bateaux fluviaux. Voilà, et oui, concernant le transport, il y a moins de projets, mais beaucoup d'acteurs. Au premier semestre, on a prévu de publier la fiche covoiturage. Effectivement, comme on l'a vu dans le bilan de la 4e période rédigée par la DGEC, les fiches covoiturage produisent énormément en spécifique, donc l'idée c'est de les standardiser. Et ensuite, au 2e semestre 2022, la 13101 sera abrogée, puisque la situation de référence a changé suite à la publication de la loi Climat et Résilience,
qui oblige en fait les chauffeurs de transport à être formés à l'éco-conduite, et une publication d'une fiche qui permettra de financer des locomotives neuves pour le fret. Très bien, merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions avec le module et je repasse la parole au prochain intervenant pour les retours d'expérience. Merci Margot. La parole est à Lou Selponi et Steve Benisti pour un retour d'expérience en collectivité. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de partager ma présentation. Je ne sais pas si j'étais désigné comme présentateur. C'est bon, je vous ai désigné, c'est peut-être. Je vais passer à Steve. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à la T2E pour l'organisation de ce webinaire. Et donc, je vais à présent vous présenter un peu le cahier des charges qui nous avait été transmis par la CERM sur le domaine des certificats d'économie d'énergie. Au travers de ce cahier des charges, un peu identifier les attentes et les services que l'on peut avoir d'un prestataire dans le cadre du dispositif pour pouvoir optimiser les volumes de certificats que l'on peut obtenir. Alors, je ne sais pas si mon écran est visible, si ma présentation est visible. Oui, absolument, absolument, elle est visible. Ok. Donc, quelques mots sur la Compagnie des économies d'énergie. Nous sommes une SAS au capital de 505 000 €. Nous disposerons de 15 ans d'expérience dans le domaine des C2E et participons à de multiples groupes de travail. Au-delà des certificats d'économie d'énergie, on s'attache à une mission globale qui est la réduction de la facture d'énergie, puisqu'il ne faut pas oublier que les certificats permettent de financer des investissements d'économie d'énergie et que ça va impacter sa courbe de charge. Et au-delà de sa courbe de charge, ses tarifs d'acheminement ainsi que ses contrats d'électricité et de gaz. Donc, c'est des points connexes au C2E, mais c'est aussi lié. On a une implication forte dans le contrôle, on interagit avec des bureaux de contrôle qui sont agréés au COFRAC. Également, on est référencé par 11 fournisseurs d'énergie pour des opérations C2E et on a des échanges avec d'autres opérateurs aussi dans le domaine. Alors, le cahier des charges de la CERM qui nous avait sollicité, c'était assister la CERM à la détection de projets éligibles sur la base d'un prévisionnel d'investissement. Donc, on l'a vu, on est sur un dispositif qui est complexe avec différentes caractéristiques techniques sur chacun des équipements. On a plus de 200 opérations qui sont dans le cadre du catalogue des C2E. Au-delà, on a la possibilité d'aller sur des fiches spécifiques. Donc, il s'agit de pouvoir détecter les projets éligibles en amont. Et ce, a fortiori pour une entreprise qui doit avoir une prime d'incitation tout en amont de ses investissements. Au-delà, la CERM nous a demandé d'analyser avec les services et prestataires les travaux et préconiser d'éventuelles améliorations pour rentrer dans le cadre du dispositif des C2E. Il s'agissait aussi d'identifier et de calculer les montants possibles de certificats d'économie d'énergie en fonction des différents scénarios. Nous devions récolter, traiter les données pour déposer les dossiers au pôle national des certificats d'économie d'énergie, qui est l'administration qui va instruire les dossiers et qui va les délivrer, donc les matérialiser auprès de la banque des certificats d'économie d'énergie, qui est le registre national des certificats d'économie d'énergie. Il s'agissait de suivre administrativement chacune des étapes de l'obtention de primes de C2E ou de C2E ou de tout autre financement lié, puisqu'il peut y avoir des interactions entre différents financements, qu'ils soient ADEME ou qu'ils soient plan de relance.
et donc c'est pouvoir aussi capitaliser sur les actions qui sont réalisées dans le cadre du dispositif des C2E. Enfin, il s'agissait d'apporter toute valeur ajoutée additionnelle pour capitaliser sur les dossiers qui étaient montés. Un peu un périmètre, le périmètre déjà défini par la CERM. Au-delà, nous sommes attachés à être force de proposition sur des travaux d'opportunité, puisqu'on a les travaux qui sont identifiés, mais on l'a vu, il y a de nombreux arrêtés qui paraissent régulièrement dans le cadre du dispositif, et on peut avoir des travaux qui peuvent intéresser le périmètre de l'entreprise, des travaux qui n'auraient pas été entrepris si on n'avait pas eu un financement. C'est vérifier aussi en amont des cahiers des charges d'appel d'offres pour intégrer les primes de C2E, vérifier si on est bien dans un périmètre d'éligibilité. Peut-être qu'on a juste une caractéristique technique pour pouvoir bénéficier d'un financement de C2E. Parfois, il suffit de peu pour rentrer dans le périmètre. C'est proposer aussi des montages financiers possibles en impliquant les fournisseurs d'énergie qui peuvent être partie prenante dans certains montages financiers. C'est identifier et corriger les anomalies en minimisant l'intervention du client, puisque le temps est précieux, on n'a pas nécessairement cette possibilité, donc c'est bien aussi de définir le périmètre temporel et les actions dans lesquelles votre entreprise peut s'impliquer. Enfin, c'est organiser un transfert de savoir-faire de manière à pouvoir, au sein de l'entreprise, mieux détecter les projets qui seraient éligibles, mieux réagir et pouvoir interagir avec les différentes parties prenantes. Et donc, c'est avoir un accompagnement sur mesure, puisque les spécificités d'une entreprise peuvent varier d'une entreprise à une autre. Enfin, c'est pouvoir assister sur des demandes complémentaires, puisque on peut aller sur ce qu'on appelle des opérations spécifiques qui sont plus complexes et qui ne relèvent pas d'un catalogue, du catalogue des certificats d'économie d'énergie, mais relèvent plutôt de la réalité de mesure sur le terrain et de la mise en place d'une opération d'économie d'énergie. Voilà. Je vais laisser la parole à présent à Lou Salponi de la CERM pour vous décrire un peu plus ce qui a été mis en œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci à la T2E pour ce webinaire. Alors, je vais voir si est-ce que pouvoir m'auto-sélectionner. Est-ce que tu as besoin, Lou, que je te... Est-ce que vous avez mon écran ou pas actuellement? On a ton écran. Celui avec le PowerPoint? Autrement, je reprends la suite du PowerPoint. Non, si vous avez... Alors, on va mettre ça là. Parfait. C'est bon pour tout le monde. Super. Faut mettre en plein écran du coup. Avec un affichage, changer l'affichage peut-être pour ne pas avoir Oui. paramètres d'affichage. Super, merci. Alors, du coup, on va faire, je vois que le temps passe, peut-être on va faire un petit peu vite fait. Donc, vous aurez compris que nous, la CERM, on est à la base une société d'aménagement avec un pôle énergie qui s'est développé avec le développement des réseaux de chaleur sur la ville de Montpellier. Donc, pour résumer, je pense que vous pourrez accéder au diapo, donc je ne vais pas trop m'étendre sur celle-là. Et donc, on fait beaucoup de travail avec de l'énergie et forcément, les économies d'énergie, les certificats d'économie d'énergie nous intéressent, sauf que ce n'est pas notre métier, pour le dire clairement. Et c'est pour ça qu'on est aidé par la C2E, M. Benisti qui vient de parler, puisque ce sont des professionnels qui nous ont permis d'identifier des choses qu'on n'aurait pas saisies, des opportunités qu'on n'aurait pas saisies dans un premier temps. Donc, je vous disais, une grosse partie aménagement, une partie énergie, où on fait beaucoup de choses, que ce soit de la géothermie, des réseaux de chaleur, des chaudières au bois, etc., etc., et des filiales
avec lesquels on va aussi développer des écoquartiers, pareil, basés sur un réseau de chaleur, notamment de 5e génération. Et on développe au maximum les énergies renouvelables avec une centrale de gaz, des centrales solaires et de plus en plus de réseaux de chaleur. Notre expérience au niveau des C2E, avant, c'était quelques petits moteurs, quelques variateurs par-ci par-là. On n'avait pas trop de vision du marché, on n'avait pas trop le temps de s'en occuper. Donc, on passait par des obligés, mais ils n'étaient pas vraiment très demandeurs. Il fallait qu'on aille s'adresser à eux pour qu'ils puissent nous inciter ensuite sur certaines opérations. Et on pense qu'on a raté beaucoup d'opérations qui auraient été valorisables, mais tout simplement parce qu'on n'était pas professionnel sur ce sujet. Aujourd'hui, avec un environnement dédié, par contre, ça nous permet d'intervenir bien en amont des travaux. Et on va récupérer beaucoup plus de C2E et même développer des opérations spécifiques qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas eu ce dispositif, puisque parfois ça nous permet d'avoir un taux de remboursement quelque part des installations de près de 100%. Du coup, si je peux vous afficher une petite chose, c'est quand on était incité, quelque part, il y avait un délai qui était assez court, puisque nous, on ne s'occupait pas de tout ce qui était obtention des C2E. Donc, en fait, on avait une remise sur la facture du matériel, puis on ne s'en occupait pas trop. Maintenant, vu qu'on essaie de s'en occuper et qu'on utilise notre rôle de SEM, notre statut de SEM qui permet d'avoir l'accès au registre et de déposer nos propres C2E, alors on s'y prend en avance pour identifier les opérations. On fait bien entendu tout ce qui est la récolte en partenariat avec la C2E de tout ce qui est attestation sur l'honneur, facture, devis, etc., etc. Et ensuite, on va jusqu'à l'obtention des C2E et leur valorisation. Là aussi, c'est tout un travail, puisque vous avez noté, vous aurez sûrement noté que sur les derniers mois, notamment, il y aura sûrement de gros changements au niveau des tarifs des C2E et de leur valorisation. Et donc là aussi, c'est une attention de tous les instants qu'on n'a pas forcément le temps de mettre en œuvre. Et c'est pour ça que notre AMO nous aide beaucoup là-dessus. Ce système est assez intéressant. Donc, pour résumer, quand on était sur une incitation, on s'occupait moins des choses, on avait moins de flux financiers à avancer, mais en contrepartie, on avait forcément une aide de C2E qui était beaucoup plus faible. Maintenant, avec un AMO, on rate beaucoup moins d'opportunités. On maîtrise totalement les actions qu'on va réaliser. Et en contrepartie, il faut s'occuper un peu plus des démarches administratives et on a ces délais de versement des primes C2E qui sont un peu plus importants. Cependant, ça nous a permis, notamment sur une centrale froid, composée de plusieurs machines de production froid qui dissipaient leur énergie dans des tours réfrigérantes, de développer un système de récupération d'énergie. Donc, grosse opération, mais grosse opération financière à la base, mais remboursée, financée à 100% par les C2E. Donc, un gros travail là-dessus. Une nécessité d'accompagnement sans laquelle on n'aurait jamais lancé cette opération parce que justement on n'y connaissait pas assez. Et c'est comme ça qu'on a fait ça. On a fait des isolations de réseau beaucoup plus simples. Mais là aussi, si on ne s'était pas aperçu qu'on pouvait le faire, si on n'avait pas regardé, on l'aurait loupé. Et bien entendu, toujours les changements de moteur, de variateurs, etc., etc., qui sont maintenant pour nous des petites opérations assez classiques. Un petit point sur les chiffres. Bien, on voit que depuis 2019, on développe, on utilise de plus en plus ces certificats d'économie d'énergie pour des opérations de plus en plus importantes. On a des projets pour 2022, on devrait arriver pareil à sortir une opération de valorisation de chaleur fatale qui sera quasiment financée à 100% par les C2E. Et là aussi, c'est quelque chose que l'on n'aurait jamais fait sans système de certificat d'économie d'énergie et qu'on aurait sûrement très mal identifié si on n'avait pas été accompagné par des gens qui ont la connaissance du système.
Du coup, on a voilà, des opérations complexes avec des enjeux financiers qui sont très importants. Et là-dessus, dès 2019, nous, on s'était lancé dans un système de vérification par bureau de contrôle volontaire, même si les fiches C2E n'obligeaient pas ce système de contrôle. On préférait assurer nos arrières avec ça, et donc on continue à le faire sur les grosses opérations. Effectivement, quand on a des petites opérations de calorifugage qui peuvent rapporter que quelques milliers d'euros et qu'on doit sortir 1 millier d'euros juste pour faire revenir un contrôleur sur une opération, là c'est beaucoup moins intéressant. Même si ça sécurise, on n'a pas trop envie de le faire, mais sur les grosses opérations, voilà, on l'a toujours fait. Et ce système de contrôle donc, que la personne a été présentée précédemment, qui va devenir de plus en plus obligatoire, c'est pas plus mal. Si on peut, nous, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, et si ça peut sécuriser l'obtention des C2E, c'est un plus qu'on a fait avec plaisir. Donc, pour résumer, un petit swap, en interne, nous, on avait déjà une activité basée sur les économies d'énergie. Accompagné maintenant par un AMO, ça nous permet d'atteindre beaucoup de C2E qu'on n'aurait pas eu et de valoriser notre parc important de machines pour le renouvellement, pour le développement. Ça nous permet aussi d'avoir un point de vue, des informations plus rapides sur tout ce qui est création de nouvelles fiches standardisées, de pouvoir émettre nos avis de temps en temps. Par contre, les handicaps qu'on a toujours, c'est que les C2E, c'est vraiment des notions qui sont de plus en plus complexes. Il y a presque un cours boursier des C2E qui nécessite beaucoup d'attention. Et à part la pratique, nous, on n'a pas grand-chose. Donc, on essaie de faire avec. Et le problème, c'est que l'accompagnement administratif qui est nécessaire pour la valorisation de C2E, que ce soit juste au niveau d'obtenir les factures des fournisseurs avec les bons termes dessus, ça a toujours été, et malheureusement, c'est toujours très compliqué d'avoir les bonnes notions là-dessus. Et des petites difficultés qu'on a qui sont toujours liées à la barrière des 50 gigawattheures pour pouvoir faire un dépôt sur la plateforme. Donc, on a droit à une dérogation annuelle. Il faut vraiment qu'on arrive à finir nos process et à les passer rapidement dans l'année. Sinon, on loupe la dérogation, on peut louper les C2E qu'il y a dessus. Et toujours ces délais d'obtention qui font peser cette incertitude sur les financements. Donc, quand on va financer une opération, qu'on se dit, voilà, on va la financer 100% avec les C2E, bien, il y a toujours de gros montants trésoriers à fournir en début d'opération et on saura si on est remboursé, entre guillemets, une fois qu'on aura bien obtenu les C2E qui ont été valorisés par le pôle national. D'où la nécessité d'effectuer des contrôles pour s'assurer et pour essayer de minimiser ce risque financier. Donc, pas d'autres points à voir là-dessus. Je vais donc passer la parole. On va passer la parole à Jacques Blimont et Louis Baillet pour un second retour d'expérience en tertiaire et en particulier pour un centre commercial. Merci Lou pour ton intervention. Tu restes avec nous jusqu'à la fin. Oui, question. Je sais pas ce que ça donne. Ouais. Donc, bonjour, j'interviens pour. Ça marche pas. Attendez, j'ai le défilement qui ne se fait pas. Voilà. J'interviens donc au nom de la SAS Action Optimisation Énergie qui commercialise donc une gestion des techniques du bâtiment. Donc, ceci afin de faire baisser les coûts donc, de l'énergie au niveau des sites, donc de toutes les énergies, gaz, fioul, électricité, eau, solaire, etc. Donc, le produit est entièrement fabriqué en Occitanie puisque tous les ordinateurs sont fabriqués, développés chez nous. Donc, la 5e période, elle m'a donné la possibilité de valoriser la BATH 116 qui s'occupe de tout ce qui est rafraîchissement, chauffage,
éclairage et eau chaude sanitaire, en plus de ce qu'on posait avant, qui était la HP flottante et la BP flottante dans le domaine du froid que permettait notre GTB. Donc aujourd'hui, cette BATH, elle nous permet aussi d'engager les clients donc, sur une démarche par rapport à la norme 50.001, un peu le respect, le suivi du site en respectant cette norme et de répondre aux décrets tertiaires. Cette démarche, elle permet aussi d'amortir les coûts des hausses d'énergie, d'accord, puisqu'aujourd'hui, c'est le gros problème de tout le monde. Donc, nous prenons en compte, on le voit en haut, donc tout ce qui est entré dans le site, tout ce qui est électrique, groupe électrogène, toute autre production, solaire, etc., géothermie, on a tout un tas d'entrées. On permet de compter, c'est-à-dire tout ce qui est des entités, les magasins, les galeries, les parkings, tout ce qui est galeries marchandes, donc certaines boutiques aussi, indépendamment. Et on permet à chacun de faire la taxe carbone instantanée de son site, c'est-à-dire toutes les minutes, on enregistre ce que le site consomme. Dessous, on gère la totalité des appareils énergivores des sites, que ce soit de l'éclairage, du CVC, du froid, là, les charges des voitures et tout ce qui est autre, ascenseur, trottoir, four, etc. D'accord? C'est-à-dire la totalité des appareils énergivores des sites est pilotée par l'appareil qui est ici, qui est l'ordinateur qu'on a développé, la FR. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que cet accès n'est donné que par l'intermédiaire du PC maître et le code est donné au propriétaire du site. C'est volontaire. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il y a certains réglages qui peuvent verrouiller, c'est-à-dire tout ce qui est consigne, par exemple d'alarme pour les produits qui sont en conservation et tout ce qui est valeur permettant d'acquérir les économies d'énergie. Donc aujourd'hui, par ce verrouillage, on garantit, nous, que le site va arriver à telle valeur. Donc aujourd'hui, l'avantage de ça, c'est que quel que soit ce qu'on gère, l'éclairage, le froid, la clim, etc., il n'y a qu'un seul boîtier de SAV, d'accord? Et on met toujours une sauvegarde électromécanique. Pourquoi? Parce que tous les sites qu'on a, souvent, ils ont des produits en conservation qui coûtent très cher. Donc, il faut toujours qu'il y ait une continuité de fonctionnement. Aujourd'hui, on réalise avec les différents sites un tableau pour qu'ils puissent suivre leur énergie constamment. Parce que c'est bien d'installer des systèmes, mais il faut que les personnes aient sur leur bureau tout ce qu'on peut avoir. Donc, on le voit en haut, on surveille le froid, le CVC, l'électricité qu'on va avoir. Dessous, on va toujours afficher les puissances actives réactives, surveiller les batteries de condensateurs, surveiller les tarifs, surveiller les baisses ou hausses de consommation et surtout aussi à qualité constante. C'est-à-dire que nous, on enregistre en permanence température, hygrométrie, qualité d'air et luminosité intérieure et extérieure des sites. Par rapport à ça, on a des choses complémentaires donc, à notre GTB. On le voit par exemple pour les meubles frigorifiques, ils vont avoir le droit pour les portes d'avoir des BAT que j'ai cités au fur et à mesure par rapport aux équipements qu'on voit. Donc, on voit ici tous les meubles, donc on affiche les températures, puisque les magasins ou les entrepôts ou tout ce qu'on peut avoir doivent surveiller constamment ces températures et leur état, puisqu'on va voir qu'on ne va pas gérer uniformément les meubles. C'est-à-dire on va toujours gérer par rapport à l'énergie, en maintenant quand même la qualité des produits. Derrière, donc, on a des fiches qui sont faites, bon, là j'ai montré un meuble, mais on a pareil pour les centrales de traitement d'air, les aérothermes, les rooftops, tout ce qu'on a, c'est-à-dire avec les journaux d'alarme par appareil, les commandes par appareil et les calendriers possibles par appareil. Il est aussi mis en place tous les schémas électriques de chaque appareil et les docs techniques de chaque appareil pour que les gens aient toujours le DOE apporté par appareil. Tout ce qui est fait sur le site est enregistré, c'est-à-dire toute la durée de vie du site, on pourra retrouver ce qui s'est passé à un moment donné depuis la mise en service. C'est-à-dire toutes les températures, toutes les hygrométries, c'est-à-dire les entrées analogiques, les entrées tutoriels, les sorties, sont enregistrées en permanence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours contrôler aussi l'énergie qu'on va avoir et pourquoi on a eu des hausses ou des baisses d'énergie à des moments donnés. Donc, ça permet d'avoir ici une analyse complète de toute la qualité des produits. J'en parle beaucoup parce qu'aujourd'hui, on ne va pas abîmer la qualité des produits pour faire des économies.
c'est toujours à luminosité constante, à température constante, d'accord, que nous, on mesure les économies. Donc ici, en une seule page, le magasin voit ce qu'il a économisé ou si les postes ne sont pas en température, il le voit de suite. Donc ici, on a aussi, pour les dégivrages, les tarifs qui sont affichés sur les courbes de dégivrage. Donc les dégivrages, nous, on les fait par rapport aux saisons, donc c'est-à-dire en été, en hiver, par rapport donc, au coût de l'énergie. On va les décaler. Et en fonction aussi de l'hygrométrie, on va voir qu'on va changer le nombre de dégivrages, la durée des dégivrages, etc. Donc, on gère l'installation par rapport aux conditions extérieures, par rapport aux conditions tarifaires et aussi par rapport aux conditions que nous avons sur les différents sites d'utilisation ou de non-utilisation. Pour les productions frigorifiques, les deux premiers BAT qui nous aident à installer le système, c'est l'HP et la BP flottante, sachant que l'HP flottante, on a été à l'origine de ça, puisque c'était dans une société que je dirigeais qui était sur Toulouse, Action Froid, qui avait posé ça. Donc, on était en avance sur la variation de toutes ces variations au niveau des sites. C'était en 1994 qu'on avait fait ça, donc ça remonte loin, on connaît ces systèmes depuis longtemps. Et on a d'autres aides qui sont aujourd'hui des BAT qui permettent sur le CO2, sur les variations, sur l'efficacité au niveau des condenseurs avec des faibles delta T, d'accord, et aussi tout ce qui est récupération de chaleur. Mais ça, ce n'est pas dû à la GTB. La GTB gère les produits, mais c'est des aides que peuvent avoir les différents sites pour installer leur production. Donc ici, on gère tout type de production. Je passe rapidement dessus. C'est souvent maintenant des productions au CO2. La cinquième période, ça a été intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a valorisé, d'accord, la GTB. C'est-à-dire, il y a eu une fiche, la BAT-TH 116, qui nous permet aujourd'hui de valoriser la GTB dans le rafraîchissement, dans le chauffage, dans ce qui est la production d'eau chaude sanitaire et pour l'éclairage. Donc aujourd'hui, en contrôlant comme il faut toutes ces parties, en plus de tout ce qui était dans le froid avant, on voit que les gens ils vont pouvoir faire baisser les énergies, les coûts, les consommations et les abonnements de tous les sites. Donc cette BATH, la BAT-TH 116, nous permet de gérer, comme on le voit là, les chaudières, les centrales de traitement d'air, les rooftops et les éclairages, d'accord, au niveau des sites, y compris les aérothermes et tout un tas d'autres appareils de CVC que nous gérons. Donc aujourd'hui, sur les LED, on a aussi une BAT qui aide à poser des éclairages dans le magasin qu'on conseille à nos clients, d'accord, puisque aujourd'hui, mais ça, ce n'est pas dû à la GTB, c'est un complément de la GTB. Aujourd'hui, nous avons aussi, après la programmation des éclairages, évidemment, on va le faire par rapport à l'utilisation des sites, par rapport à des capteurs de luminosité placés aux bons endroits, d'accord, qui vont nous permettre de gérer ces éclairages. Nous avons aussi des calendriers d'utilisation qui font que le site peut s'adapter à son utilisation, période de grande affluence ou période d'inventaire, etc., période de week-end. On a aussi les gestions d'alarme qui permettent de reporter, puisque la GTB gère tous les métiers qu'il y a dans le magasin, le froid, l'éclairage, tous les frigoristes, tout ce qui est plombier, etc. Donc, on doit pouvoir orienter les alarmes vers les différents lots. On a aussi les ordres de travail qui sont très importants. Pourquoi? Parce que la GTB, les gens inscrivent ce qu'ils ont fait et ce qui reste à faire. Et lorsqu'il y a un changement d'intervenants sur les sites, on voit qu'il y a eu suivi du site. Parce qu'autrement, souvent, ceux qui arrivent, qui reprennent le site, ne savent pas l'antériorité, ce qui s'est passé avant. Donc, nous, on a mis des fiches qui permettent aux gens de suivre les travaux qui ont déjà été faits. On a aussi une analyse de la criticité des pannes et des historiques des interventions. D'accord? Après, nous avons un suivi de tous les comptages, d'accord, gaz, fuel, électricité, eau, et une répartition des énergies, qui est très importante, puisque les magasins doivent pouvoir savoir leur évolution. Donc, nous avons aussi, on le voit, des indicateurs de performance énergétique qui sont affichés en permanence devant les directeurs pour leur dire si leur site surconsomme ou pas. Ils ont le moyen de gérer leur délestage et de savoir ce qu'ils veulent délester comme poste. Ils ont aussi des courbes de charge qui leur sont affichées. On voit la linéarité des courbes de charge. Dans ce cas-là, on voit que là, on a travaillé sur tout ce qui était donc au niveau de l'abonnement, puisqu'on a baissé l'abonnement de 2000 pratiquement à 1400, on le voit ici.
On a travaillé sur la consommation, on voit les baisses de consommation. On note ici d'ailleurs que le montant puisque je remercie d'ailleurs le Leclerc de Roc qui m'a autorisé à présenter tout ce que je vous ai montré, c'est le Leclerc de Roc-sur-Garonne. Donc des chiffres complets. Là, vous allez avoir les baisses d'énergie qu'ils ont fait de 154 000 € par an et les aides qu'ils ont eues, qui représentent quand même 29 000 € d'accord, par aide. Donc, ça fait un temps de retour, quand on regarde tout, d'un an et un mois pour faire ça. On a aussi la possibilité de gérer tous les coûts de l'énergie, d'accord, c'est-à-dire qu'on permet de rentrer les différentes taxes pour qu'il y ait un calcul des factures mensuelles ou des feuilles de gestion annuelles qui se fassent et que ce ne soit pas de la télé-relève, qu'on puisse comparer et savoir avant ce qu'on va payer à la fin du mois. Nous, on ne veut pas subir la facture, on veut la gérer. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate une chose, et si on mettait ça sur toute la France en prenant 10%, et j'ai pris, déjà, on enlèverait un tiers d'un réacteur. Il faut savoir que nos moyennes d'économie sont à 30%. Donc, on voit qu'on pourrait enlever un réacteur si on équipait tous les sites de ce système. Donc, c'est très facile d'économiser quand on veut. Aujourd'hui, les magasins font les efforts, les entrepôts, les abattoirs, tout ça, dans lequel on installe le système, font les efforts, on le voit ici, pour baisser l'énergie dans leur site. Alors, les aides, évidemment, des BATH aident à avoir des temps de retour sur investissement intéressants. Donc, c'est pour ça que je remercie la T2E de m'avoir laissé présenter ce produit. Donc, par contre, bon, ça devient très, très contraignant administrativement. C'est vrai que il faudrait peut-être simplifier les papiers. Je pense que ce serait utile, ce qui n'empêche pas derrière d'avoir les contrôles. Je remercie donc la T2E, je remercie Leclerc et M. Jacob Limon à qui je vais laisser la parole et surtout l'équipe de Toulouse qui m'a permis, d'accord, pareil comme la société précédente, d'avoir une information sur les fiches C2E, sur leur évolution et de mettre en place un process de montage de dossier. Parce que pour nous, ça a été très compliqué, je le dis. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous laisse continuer, M. Bimon, pour dire ce que ça vous a apporté sur le Leclerc. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à cette réunion. En préalable, juste vous pardonnerez, je ne suis pas du tout technicien pour ce qui me concerne. Le partenariat qu'on a noué avec la société AOE a accompagné un événement majeur dans la vie de l'entreprise qui était la réflexion complète de notre magasin à plusieurs niveaux parce qu'on avait un outil de production de froid industriel qui était obsolète et qu'on avait des outils à divers niveaux qui n'étaient pas optimisés du tout. On était accompagné depuis de nombreuses années par Greenflex qui nous a aidé à faire évoluer favorablement nos consommations, mais on finissait par talonner à cause d'outils qui étaient complètement arrivés en fin de vie. Donc, 2018, on a refait complètement la production de froid, on a refait l'éclairage, on a refait le mobilier de rayon pour aller chercher l'optimisation et l'efficience partout où on pouvait le faire. Et on a aussi essayé de trouver un partenaire. C'est un peu particulier sur des choses si techniques que ça, mais qui soit proche, qui soit agile, parce qu'on avait affaire à des industriels qui nous expliquaient plus ce qu'ils ne pouvaient pas faire que ce qu'ils pouvaient faire, et qui soient en situation de nous proposer des solutions. Le mot peut paraître infantile, mais qu'on comprenne. AOE nous a rejoints à ce moment-là pour nous accompagner et nous guider dans nos choix. Alors que certains de nos partenaires techniques, eux, n'étaient pas capables même de présenter des dossiers qu'on aurait pu faire bonifier par des aides C2E. Tout ce qui s'est passé sur les 2 années là, qui se sont présentées nous ont démontré qu'on avait un peu raison parce que le Covid nous a coupé de certains de nos contacts alors qu'on avait vraiment besoin de lancer la machine et de mesurer l'efficience des choix qu'on avait faits. AOE a toujours été à côté de nous à ce moment-là et nous a permis d'avoir à la fois assistance et compréhension de tout ce qui se passait dans ce nouvel outil qu'on découvrait au niveau de notre magasin.
Aujourd'hui, on ne peut plus attendre, comme on le faisait dans les années passées pour ce qui concerne un magasin comme le nôtre, des points d'étape mensuels ou trimestriels où on constatait des bonis ou parfois des malus. Certaines crises qui sont dans l'actualité récente montrent qu'il nous faut réagir immédiatement, que ce soit pour ne pas consommer des choses qu'on pourrait éviter de consommer, que ce soit pour protéger nos salariés au travers du Covid et la ventilation du bâtiment, que ce soit protéger les produits au niveau des crises alimentaires. Donc, on est obligé d'avoir des outils qui sont très réactifs et qui nous mettent face à une contrainte, nous qui ne sommes pas des techniciens, d'avoir des outils qui sont de plus en plus technologiques, mais qui sont de moins en moins contournables. Donc, aujourd'hui, on est un peu livré à nous-mêmes et si on ne trouve pas des partenaires qui sont capables de former nos équipes, d'être pédagogues et d'aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire de défricher un petit peu la complexité du montage des dossiers autour des C2E, ben on n'aurait pas pu mener à bien ces missions. Donc, je remercie M. Ball, je remercie à tous de m'avoir invité à cette occasion et je cède la parole au prochain intervenant. Au revoir à tous. Merci M. Baillet pour ce témoignage. Restez avec nous pour d'éventuelles questions à la fin de la séance. Avant de passer la parole à Cédric Cassan qui va témoigner sur un retour d'expérience en industrie, j'aimerais simplement rappeler à notre auditoire, aux participants, qu'ils peuvent poser des questions par écrit sur le chat à travers l'outil et on prendra quelques minutes pour répondre aux questions à la fin de la dernière intervention, celle de M. Cassan qui, je vois, est prêt. La parole est à vous, Cédric. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien. Donc, merci beaucoup à la T2E de m'avoir invité pour venir présenter notre société et le projet qui s'y est déroulé. Donc, je m'appelle Cédric Cassin, je suis responsable technique en fait de l'usine d'embouteillage de Coca-Cola basée sur Toulouse. Au même titre que la trentaine de milliers de collaborateurs qui aujourd'hui travaillent pour Coca-Cola Europacifique en fait et qui embouteillent le Coca-Cola dans toute l'Europe de l'Ouest ainsi que dans l'Océanie. Donc c'est une présence sur 29 pays et plus précisément en France, 5 usines de production donc dont celle de Toulouse, une usine de recyclage du plastique et un siège social. Donc en France, c'est 2500 collaborateurs, plus de 230 millions d'euros qui sont investis sur les 5 dernières années. Donc, une entreprise dynamique d'un point de vue industriel avec un réel ancrage local sur le territoire. Donc, plus précisément, à Toulouse, c'est une usine qui existe depuis 1968 et qui embouteille donc les produits de la gamme Coca-Cola, Fanta, Sprite, etc. Donc, nous sommes environ 110 salariés. C'est plus de 500 000 palettes qu'on expédie sur le sud-ouest chaque année. Donc, selon l'année, on travaille en 3-8, 5 jours sur 7, voire en week-end quand la saison est présente. 40 millions d'euros d'investis localement sur site ces 10 dernières années. Et puis nous sommes la première plateforme logistique autonome en France dans le groupe Coca-Cola par la mise en place de panneaux solaires sur 5000 m². Donc à noter également qu'on fait très attention à notre environnement, on va le voir par la suite, que ce soit sur l'utilisation d'eau comme sur celle de l'énergie et le recyclage de nos déchets. Donc en fait, Coca-Cola a une démarche de responsabilité sociale et environnementale qui est très avancée, avec notamment tout un pilier sur l'action climat, avec l'ambition d'atteindre le zéro carbone d'ici 2040 sur toute notre activité. Plus particulièrement en travaillant sur la recyclabilité du plastique, des emballages plus légers, des matériels réfrigérés plus efficaces. Et on va voir aujourd'hui des usines sans énergie fossile, donc à horizon 2040. Donc c'est quelque chose qui est très timé d'un point de vue calendaire. On installe des panneaux photovoltaïques, on met en place du ferroutage, on convertit nos véhicules à l'électrique, etc. Et c'est dans le cadre de cette stratégie en fait qu'on s'est rapproché de EDF et de Dalkia pour monter un projet d'envergure sur l'usine de Toulouse visant à revoir toute notre production de froid et de chaud industriel, tout en bénéficiant des C2E pour investir sur des choses qu'on n'aurait pas pu faire, à savoir de la récupération d'énergie. Donc en quoi consistait le projet? On s'est retrouvé en 2020 en fait avec un besoin d'investir sur notre production de chaud et de froid à l'usine.
Alors vous allez dire pourquoi on utilise du chaud et du froid dans une usine Coca-Cola. C'est assez simple. On a besoin de chaud pour chauffer de l'eau pour nettoyer nos équipements d'embouteillage. On a également besoin de chaud pour dissoudre le sucre. Et puis de l'autre côté, on a besoin de froid pour refroidir nos moules où on fait les bouteilles. On a besoin de froid pour stocker nos ingrédients dans des chambres froides. On a besoin de froid pour refroidir la boisson avant d'y mettre le CO2 qui sert à faire les bulles si agréables de notre boisson. Et en fait, les équipements qu'on avait pour produire le chaud et le froid avaient besoin d'être remplacés pour diverses raisons, de dimensionnement qui n'étaient plus exactement adaptés à notre activité, d'obsolescence. Et puis surtout, la technologie de récupération d'énergie faisait que on produisait indépendamment le chaud et le froid, alors que on aurait pu récupérer la chaleur de nos gros froids. Et c'était tout l'enjeu du projet. Donc, je laisse la parole peut-être à Monsieur Coucoureux pour expliquer la fiche que l'on a utilisée, là, qui est la 117, la INDUT 117. Merci. Je vous laisse la parole, Cédric, Monsieur juste Coucoureux. un petit peu. Voilà, un petit mot. Alors, c'était un petit mot de la fin, mais je le dis tout de suite. Visiblement, le slide est à cet endroit. Pour dire que donc la fiche utilisée, c'est la fameuse INDUT 117. C'est-à-dire la récupération de chaleur sur groupe froid qui englobe, on voit dans ce graphique, 89% de l'opération. C'est la fiche la plus utilisée en industrie et même globalement de toutes les opérations C2E. Juste un mot pour dire qu'elle a été révisée en novembre 2020. Elle est désormais plus exigeante et nécessite de faire un bilan chaud-froid qui la rend, je dirais, quelque part un peu moins généreuse qu'elle était par le passé. Cédric, si vous pourriez appuyer juste faire un petit clic, voilà, pour expliquer, avant octobre 2020, le calcul de l'opération se faisait sur la base d'un forfait. Et aujourd'hui, c'est un bilan un peu plus complet. Alors, Cédric, il faudra appuyer un petit coup. Voilà, et aujourd'hui, on doit prouver la concomitance entre l'utilisation du chaud et du froid. Et c'est en gros tout ce qui est dans l'air verte en numéro 3 qui est valorisé en termes de C2E, donc un tout petit peu moins que ce que c'était par le passé. Donc voilà, une fiche toujours intéressante, mais plus exigeante. Merci. Oui. Merci à votre précision. Peut-être te présenter rapidement, Arnaud, parce que je ne pense pas que les gens aient identifié qui tu étais. Oui, excusez-moi, c'est vrai que donc moi je suis Arnaud Coucoureux, donc je travaille chez EDF et j'accompagne donc Coca-Cola dans ce dossier C2E. Merci Arnaud. La parole est à Cédric du coup. Voilà, donc le projet il s'est concrétisé sur le site en fait par l'installation de 2 groupes froids neufs pour une puissance de 1,5 gigawatts installés en remplacement de nos anciens groupes froids principaux et secondaires. On a viré tout ce qui était groupe froid des chambres froides, etc. par exemple, par l'installation d'échangeurs, d'aérothermes, de pompes sur variateur. Et puis côté chaud, en fait, ça nous a permis d'investir dans une boucle de récupération d'eau chaude en vue de supprimer notre chaudière vapeur-gaz qui était installée historiquement sur le site. Et donc, d'un côté, on produit du froid pour nos activités, et de l'autre, on récupère la chaleur. Et globalement, ça va nous permettre d'effacer 500 MWh de conso gaz naturel par an sur l'usine. Donc, on se parle d'un projet qui a été financé à hauteur de 1,2 million sur le site, voilà, pour pouvoir économiser de l'énergie et supprimer de l'obsolescence. Donc, on voit là sur les images quelques photos du chantier qui s'est déroulé, avec notamment les 2 groupes froids et l'installation du réseau d'eau chaude récupéré. Donc voilà, des pompes, des ballons, pas mal de tuyauterie. Donc le retour sur expérience qu'on a évidemment, c'est que ça nous a permis d'investir dans une solution de récupération d'énergie, où si on avait dû financer seul en tant que Coca-Cola, on serait peut-être pas allé aussi loin, et on serait peut-être pas allé sur cette technologie-là. Aujourd'hui, on regrette vraiment pas cette décision-là, parce que avec le contexte énergétique qu'on connaît tous, ça valorise d'autant mieux le choix de récupérer l'énergie. Ce qu'on a appris en revanche, c'est que ça impose de raisonner les investissements différemment dans leur ingénierie, dans le sens où il faut tenir compte des fiches dans la façon dont on dimensionne les objets, les appareils, pour justifier
pour justifier par la suite. Ça nécessite aussi de convaincre les investisseurs quand on est dans un groupe comme le nôtre, où les spécificités de la réglementation européenne ou française ne sont pas forcément connues au niveau mondial. Et donc, il faut bien expliquer pour convaincre que c'est réel et ça permet de concrétiser des investissements tangibles parce que ça paraît, comment dire, simple comme ça, mais c'est pas évident de convaincre des gens qui connaissent pas le processus que ça délivre à la fin. La difficulté ou enfin la nouveauté à laquelle on a fait face, c'est que du coup, on va travailler avec des entreprises nouvelles qui sont pas forcément celles avec lesquelles on a l'habitude de travailler, donc qui connaissent pas forcément nos standards d'exploitation, nos standards de mise en place. Donc, ça oblige à beaucoup discuter, à beaucoup communiquer, à bien poser les choses avant de se lancer. Et puis, il y a une autre contrainte qui est la volatilité des fiches, leur mise à jour régulière, qui fait que il faut être prêt rapidement et pour saisir ces opportunités-là, quoi. Voilà. Donc en synthèse, nous on est vraiment très satisfait d'avoir pu concrétiser ce projet à ce moment-là. On a eu un bon alignement des planètes qui a permis de rénover toute cette partie-là de notre entreprise tout en faisant de la récupération d'énergie efficace. Voilà, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci Monsieur Cassan pour ce témoignage en industrie. J'appelle, il y a des questions, il y en a quelques-unes effectivement, je vais les poser. Alors, il y en a une pour laquelle il y a déjà une réponse, mais je vais la reprendre quand même si toutefois vous n'avez pas tous lu votre chat. C'est concernant plutôt pour Julie la question, pour Julie Pisano, concernant le renforcement des contrôles. Quelles conséquences en cas de contrôle insatisfaisant lors de la vérification de la bonne conformité des installations pour l'entreprise demandeuse, pour l'installateur? Oui, du coup, c'est Sybille qui a répondu dans le chat, mais en soi, si l'opération est non conforme, le dossier ne peut pas être déposé et du coup, il faut que le demandeur fasse réintervenir l'installateur pour mettre en conformité les points non satisfaisants au sens du dispositif pour pouvoir redéposer le dossier. D'accord, merci pour cette réponse, Julie, à laquelle a répondu Sybille. Alors, deux questions qui n'ont pas trouvé de réponse encore, c'est, je pense, pour Monsieur Cassan. Vous produisez de l'eau chaude de récupération à quelle température? Alors, on est sur un régime d'eau chaude à 60 degrés. Les groupes froids permettent de chauffer de l'eau jusqu'à 60 degrés, ce qui est suffisant pour les applications qu'on a en fait de nettoyage des installations et de dissolution du sucre. Très bien. Et une question peut-être complémentaire par rapport au fluide. Alors le fluide qui est à l'intérieur des groupes froids, là, c'est des groupes froids de marque Tran, c'est du 1, 2, 3, 4 D2. Du 1, 2, 3, 4 D2. Oui. D'accord, ok. C'est un fluide qui a faible impact environnemental, j'imagine, avec un... Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ça permet de s'affranchir des contrôles réglementaires qu'on connaissait auparavant avec tous les HFC ou les groupes ammoniac, etc. C'est beaucoup plus environnemental friendly comme type de gaz. Oui, j'imagine que le pouvoir de réchauffement global du fluide est très faible. Ok, très bien. D'autres questions peut-être encore? Alors j'en ai une spécifique sur mais bon, la réponse a été apportée aussi sur la fiche. Alors, liée au transport, du coup, la fiche TRA EQ 121 sera-t-elle révisée à la hausse? C'est une fiche qui concerne le vélo à assistance électrique. Et du coup, en effet, dans la révision, on doit se baser sur une nouvelle étude ADEME qui normalement devrait augmenter mécaniquement le forfait. Très bien, super. Y a-t-il d'autres questions encore ou pas? Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, écoutez, je vous remercie. Je veux remercier d'abord les présents au webinaire en espérant qu'ils aient, appris des choses et puis qu'ils aient trouvé des réponses à leurs questions. Je vais remercier aussi les intervenants, en particulier Julie Pisano et Sybille Brière du club C2E de la T2E pour leur intervention.
et bien évidemment, sans les citer, les différents intervenants de tous les retours d'expérience. Je veux aussi remercier la Chambre de commerce et d'industrie de l'Occitanie, qui est notre partenaire sur ce webinaire, et Madeleine Kras et ses équipes en particulier. Et puis, je vais remercier les membres du bureau de la T2E, et en particulier Arnaud Coucoureux, qui m'a aidé à élaborer ce webinaire en allant solliciter des intervenants. Écoutez, je vous remercie encore. Les visuels seront disponibles dès demain dans vos boîtes mail avec un lien pour aller télécharger sur le site de la T2E, ainsi que le replay de ce webinaire. Il est 15h32, on a légèrement débordé. Je vous remercie encore et vous souhaite une bonne continuation. Merci.